Vous venez donc de voir ce documentaire. Ils ont filmé les grands ensembles. Nous allons maintenant en parler, en débattre. Alors tout d'abord avec Marie-Catherine Delacroix, réalisatrice de ce documentaire. Et puis en face de vous, des acteurs et des spécialistes de la politique de la ville. Alors tout d'abord Vincent Delahaye, sénateur centriste et maire de Massy dans l'Essonne, ville qu'on aperçoit dans le documentaire. Également Jacques Donzelot, sociologue et spécialiste de la politique de la ville. Et puis Jean-Patrick Fortin, architecte, urbaniste, conseil de l'ANRU, la fameuse agence de rénovation urbaine. Alors pour commencer, je me tourne vers vous, Marie-Catherine Delacroix. Alors il y a eu beaucoup de films, beaucoup de documentaires sur la banlieue, mais alors le vôtre a deux spécificités. Tout d'abord, on l'a vu, il a été tourné, filmé par les habitants eux-mêmes. Et puis autre chose surprenante, eh bien, il montre des images de gens heureux, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours quand on parle de la banlieue. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette démarche et puis de plonger dans ces archives? Comment est venue l'idée? L'idée, c'est que les archives, c'est mon métier, puisque je collecte des films amateurs en Essonne. Vous êtes archiviste, documentaliste. Je suis archiviste, voilà. Et j'ai créé en 99 une association qui s'appelle Cinéam, et nous avons un fonds qui fait environ 1500 heures d'images amateurs tournées en Essonne. Et entre autres, depuis 2004, un des thèmes de collecte prioritaire était celui des grands ensembles. D'où ce film, avec la rencontre avec Laurence Bazin, donc autre réalisatrice, qui m'a proposé de faire un film sur les grands ensembles à partir de ces archives et de leurs habitants qui les commandent, ces archives. D'accord, donc c'est face à la richesse finalement de ces archives que vous avez eu envie de raconter tout ça. Mais alors on imagine qu'il y avait beaucoup de films, beaucoup d'images amateurs, un fond important. Alors comment vous les avez choisis, ces quelques familles qu'on voit dans le documentaire? On les a choisis certainement par rapport à la rencontre aussi qu'on a pu faire avec elles, et puis par rapport aux lieux, différentes villes donc en Essonne, et par rapport aussi à leur parcours résidentiel qui différents les uns des autres et qui faisait qu'on avait une certaine richesse par rapport à cette vie dans les grands ensembles, par rapport à leur arrivée aussi dans les lieux et à ce qu'elles pouvaient dire de différents les unes des autres. D'accord, parce que beaucoup sont arrivés, beaucoup sont des familles qui ont vécu historiquement dans ces grands ensembles. C'est des gens qui sont là depuis le début pour la plupart. Oui, pas tout à fait tous, mais si, enfin, la plupart arrivent dans les années 60-70, évidemment. Donc, dans un grand ensemble comme celui du Bois des Roches à Saint-Michel-sur-Orge, c'est le tout début, le grand ensemble n'est pas terminé, et la famille s'installe, ils viennent de province, et ils sont étonnés, en fait, de trouver là un grand appartement, beaucoup d'espace, et avec leurs 4 enfants, la vie, on vit là, en fait, comme ailleurs dans les grands ensembles. Oui, c'est ça qui est frappant. Alors justement, le sociologue, on a vu ces familles dans le documentaire, ces familles qui savent filmer d'ailleurs fort bien leur quotidien. Est-ce qu'elles vous semblent représentatives, ces familles, et puis représentatives de l'évolution des grands ensembles? Qu'avez-vous pensé de ce film? Oui, deux choses. Alors, d'une part, ces familles, effectivement, sont représentatives de la population qui entre dans les grands ensembles dans les années 60. Début 70, ça commence à se modifier substantiellement à partir du milieu des années 70. On en parlera par la suite. Deuxième remarque, c'est surprenant effectivement ce genre d'image à la télévision en ce moment. C'est pas très, parce que on a plutôt l'habitude d'avoir à faire de médiatiser des émeutes, des démolitions. Mais il faut savoir que ce type d'images, on les voit plus facilement localement à l'occasion des travaux de mémoire que produit justement l'Agence nationale de rénovation urbaine qui fait ces démolitions. Et parce que c'est une manière de permettre aux gens de faire le deuil, le travail de deuil des lieux où ils ont vécu heureux et ce bonheur qui nous est montré. Et donc on bat le rappel de leur film de famille, c'est formidable, donnez-nous ça. Ah d'accord, avant de démolir les immeubles, on fait un travail de mémoire. On recueille leurs discours, on fait des petits livres, on fait une journée spéciale là-dessus, et ça les aide donc à faire ce travail et comme c'est très bien là, parce que je suis entouré entre une businesswoman de la mémoire et un bétonneur démolisseur, un bétonnier démolisseur, bon, je crois qu'on a tous les ingrédients de la pièce, avec le maire qui, bien entendu, est le vrai maître d'œuvre de l'affaire. D'accord, donc ça vous paraît effectivement conforme à ce qu'on voit, à ce côté un peu nostalgique. On est en ce moment.
Bon. D'accord. Alors vous faites, vous aussi, finalement, des films de ce genre lorsque... Je ne fais pas de film, on sent mais le travail de la réalisation, mais vous recueillez les mêmes genres J'ai d'images. trouvé que ce film, c'était en l'honneur de l'architecture, parce que l'architecture, c'est le bonheur. Et il est très bien dit que les moments qui sont filmés sont les moments de bonheur de la vie. Or, quand on construit pour rendre les gens heureux. Et là, ce film est encore plus agréable parce qu'ils défendent l'œuvre architecturale, puisque non seulement ils ont été heureux, mais ils ont une certaine nostalgie. Donc rien n'est plus beau pour un architecte de voir des gens heureux dans les bâtiments qu'il a dessinés et conçus, et rien n'est plus beau en plus quand ils veulent le protéger contre la démolition. Donc j'ai été très heureux de voir ce film. Alors après, alors après allez-y, parce qu'on a envie de vous dire, leur rue démolie aussi. Donc non, il y a aussi après, pas mal de bien démolitions évidemment, de tous ces immeubles. L'idée que maintenant on vit dans une vie complète, qu'on va habiter au même endroit toute sa vie, c'est impensable. On a l'espérance de vivre 80 ans, donc la vie complète ne peut pas se faire dans ces moments familiaux que l'on voit à un moment donné. Donc dans la vie complète, il y a des parcours et donc on va évoluer dans son parcours résidentiel. Alors après, l'histoire de ces lieux, c'est toute une autre aventure, puisqu'il y a aussi des bons et des mauvais grands ensembles. Et là, l'échantillonnage est assez pertinent. Pourquoi l'échantillonnage est pertinent? Parce qu'il y a les bons et les mauvais, c'est ça? Ben oui, parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Hein. Entre le Bois des Roches, qui est la vie à l'américaine, qui était un rêve de vie à l'américaine, avec le premier hypermarché de France, avec tout fondé sur l'automobile, et puis, disons, Vigneux, qui est sans doute quelque chose de beaucoup plus complexe. Alors décrivez-nous Vigneux, pour ceux qui ne sont Vigneux, pas experts c'est les grandes tours qu'on voit fugitivement, qui sont des endroits où on n'avait pas mesurer tout l'impact de la gestion des ascenseurs sur la vie quotidienne des gens. On était un peu ignorant de tout ça, on croyait que c'était facile. Hein. Non, c'est très très difficile de faire vivre des grandes familles dans des ascenseurs avec un entretien quotidien, et là on l'effleure ce sujet. Et puis là où j'ai été particulièrement saisi, c'est les Ulysses, parce que les Ulysses, c'est là où la population a changé le plus vite. Au début, c'était des scientifiques, et puis après, on a vu, par exemple, que Renault envoyait les ouvriers de ces entreprises d'entretien. Bah, il y a une différence entre les cadres supérieurs du plateau de Saclay et une population qui n'était pas tout à fait destinée à venir là. Donc le film est très pertinent de ce point de vue. Oui, donc vous dites effectivement, parce qu'il montre bien cette diversité, ces problématiques différentes. En même temps, quand on voit le film, on a l'impression que, au départ, au moins, on reviendra sur la suite après, mais les gens ont été heureux de la même manière, que ce soit dans la ville à l'américaine ou dans les grandes tours, finalement. Oui, c'est ce qu'ils disent. Ils parlent de ces moments. Mais il faut savoir aussi que dans le film amateur, c'est ça qui est montré. Hein. C'est ce que vous dites aussi dans le documentaire. Attention, parce que les gens ont aussi parfois tendance à idéaliser, et puis on ne sait pas trop si finalement ils nous renvoient pas une image un peu idéalisée de leur bonheur. Le cinéma amateur, c'est ça. Hein. Le cinéaste amateur, il prend sa caméra pour filmer les moments heureux et pour se souvenir et transmettre ensuite avec sa famille ces moments-là. Donc il y a quelque chose d'illusoire, hein, on le sait, et on n'est pas dupe, mais il y a quelque chose aussi qu'on voulait montrer dans ce film, c'était toute la grâce parfois de ces images. Le cinéma amateur, c'est le contraire de quelque chose de lisse. Le temps aussi est passé sur ces images. Il y a un matériau qui est brut et qu'on a vraiment mis en valeur. Enfin, oui, il y a beaucoup de grâce et de poésie. Oui, c'est pas seulement un film sur la ville, c'est aussi un film sur les familles, les habitants, une certaine manière de vivre en famille, etc. Oui, un petit mot, puis on va donner la parole au maire de Massy. C'est juste sur cette question du bonheur. Il y a un moment dans le film, je pense que c'est vous qui le dites, une réflexion très intéressante sur est-ce que c'est les lieux qui rendent les gens heureux ou est-ce qu'ils sont heureux indépendamment des lieux? Est-ce que c'était une époque où on était plus heureux, plus optimiste qu'aujourd'hui? Pardon de l'évocation, mais une réflexion de sociologue, Maurice Albax, qui effectivement disait, mais dans les cadres sociaux de la mémoire, qu'est-ce qui fait que quel est le rapport des lieux que les gens entretiennent avec les lieux dans le bonheur? Bon, c'est peut-être ceci que le travail compte moins pour eux que les lieux de l'habitat et que les lieux où ils vivent sont des lieux qui comptent. Alors, ce qui fait qu'on peut changer les pierres, ça c'est pas dur, mais changer le rapport des gens aux pierres, ça c'est plus difficile parce que le rapport, leur sensation de bonheur est accroché aux pierres. Et c'est ça, ça ne veut pas dire que c'est les lieux qui les rendent heureux, ça veut dire que le rapport de leur bonheur au lieu est un rapport intime.
Et voilà. est difficile à défaire. Oui. Et c'est pour ça que la mémoire du lieu est aussi importante. C'est pour ça qu'il faut faire ces travaux. Voilà, alors vous, donc on a dit donc Mère de Massy qu'on voit furtivement dans le film. Alors non, on me voit pas. J'étais tout petit. Non, qu'on voit Massy, pas vous. non, pas vous. Non. Massy. Vous, Voilà, vous êtes maire de Massy depuis 95. On ne vous voit pas dans le film. Non, c'était votre ville dont je parle. Pas de malentendu. Et alors, est-ce que vous avez l'impression justement vous qui n'avez pas connu cet âge d'or qu'effectivement quelle image, selon vous, ça renvoie? Je ne sais pas si c'est l'âge d'or. En tout cas, on voit des gens heureux, et c'est vrai que les gens filment leur bonheur. Hein. Et moi, je voudrais dire qu'aujourd'hui, il y a aussi des gens heureux. Vous pouvez venir dans les quartiers, en banlieue, et il y a aussi des gens très heureux. Encore aujourd'hui. Donc, même si collectivement on est pessimiste, et peut-être collectivement peut-être on se sent un peu malheureux, mais on a encore beaucoup de gens qui sont très heureux, et y compris en banlieue. Hein. Moi, je veux sortir de cette image de dire, quand on vit dans un ancien grand ensemble, parce qu'à Massy, on l'a appelé Massy Opéra, parce qu'il y a un opéra, donc on a de la chance d'avoir cet opéra, donc on a rebaptisé le quartier Massy Opéra, mais on a beaucoup de gens qui sont très très heureux d'être là. Donc il n'y a pas que des malheureux, et il n'y a pas que des problèmes. Des malheureux nostalgiques. Il n'y a pas que des problèmes dans ce coin-là. Et en même temps, à l'époque, il y avait un esprit pionnier qu'on sent bien dans le film, hein, et on avait une facilité d'avoir les logements, mais ça m'a marqué. Hein, on a trouvé très facilement les logements, ce qui est plus vrai aujourd'hui. C'est vrai qu'on a des files d'attente terribles et que c'est compliqué. Complètement, il y a une grosse demande, il y a une très grosse demande. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Alors après, il y a plein de problèmes dont on a parlé là, d'ascenseur et d'entretien, et c'est vrai auxquels on n'a pas forcément pensé à l'époque. On a fait un peu dans l'urgence, et on a construit des grands ensembles parce qu'il y avait un énorme besoin, avec des bons et des mauvais. Hein. À Massy, on a plutôt un bon. Donc moi, je suis plutôt satisfait. En même temps, on a plutôt envie aussi de le faire évoluer. Hein. C'est des quartiers qu'on a envie de faire évoluer pour que les gens évoluent aussi, avec cet effort de mémoire qui est nécessaire, parce que je pense que tout le monde a besoin de savoir d'où on vient, avec des racines, et savoir ce qu'ont fait nos prédécesseurs. Moi, je trouve ça très intéressant. Vous diriez, parce qu'effectivement, on est heureux encore aujourd'hui dans ces grands ensembles. Alors vous qui avez questionné les habitants, beaucoup qui vivent depuis très longtemps dans ces grands ensembles, que finalement ils se disent toujours pour la plupart heureux aujourd'hui. Vous avez l'impression que le discours a changé quand même? Il y a un paradoxe. Par exemple, à Vigneux, il y a 7 tours, 5 sont promises, enfin 2 sont déjà tombées. Ce sont des grandes tours, qu'on va voir dans un extrait tout à l'heure. Et les gens sont à la fois heureux parce qu'il y avait des conditions de vie dans ces appartements qui étaient presque impossibles, et en même temps, il y a cette idée de voir le lieu dans lequel on a vécu qui tombe, et donc c'est compliqué. Mais comment dirais-je, la famille Achacha et les 3 jeunes femmes que l'on voit dans le film ont tenu, enfin c'est certain, à témoigner pour dire qu'elles avaient passé là une enfance tout à fait normale, et qu'aujourd'hui aussi on vivait effectivement bien dans ces endroits-là, oui. C'était plus compliqué, très certainement, plus compliqué. Oui, alors on va voir effectivement comment on peut vivre dans ces grands ensembles aujourd'hui, mais tout d'abord on va revenir, d'ailleurs merci beaucoup pour ce témoignage, on va revenir sur cette question du bonheur, hein, qui est effectivement une question très présente dans le film. On va parler d'abord du bonheur au passé. C'était rentrée de l'école, et on faisait les devoirs, c'est vrai, tous ensemble, même des fois avec les petits voisins, on faisait les devoirs dans la salle à manger, chez nous, là. Ils se mettaient autour de la table. Je vois aux éducateurs. Et puis, il y avait quand même un échange entre les familles. Hein, donc, bon, c'est vrai qu'on a fait un petit peu de caté aussi. Donc, les enfants étaient réunis. Mais même ceux qui ne faisaient pas de caté, c'était ouvert, quoi. Je veux dire que ils s'amusaient bien. Hein. Quand on voit ça, finalement, on se dit qu'on pouvait être vraiment heureux, hein, et que l'architecture n'a pas grand-chose à voir, comme on le dit beaucoup et comme on l'a beaucoup dit ces derniers temps, dans le bien vivre ou le mal vivre en banlieue. Alors vous qui êtes architecte, urbaniste, conseil de l'ANRU, on a envie de vous dire finalement, est-ce qu'on a raison d'attacher autant d'importance à l'habitat, au bâti en lui-même, et est-ce que finalement le problème ne vient pas d'ailleurs ? Écoutez, on peut bien sûr soutenir les 2 thèses, mais vous avez vu quand même dans le film, quand les gens disent on voulait une terrasse, c'est un acquis de l'habitat de la modernité. On ne produisait pas de terrasse jusqu'à la guerre. Les gens vivaient cachés derrière des rideaux, derrière des fenêtres. Oui, ce désir de bien-être, c'est l'architecture moderne qui l'a offert. D'accord, mais ça c'était avant l'ANRU, avant la fameuse agence de rénovation urbaine. Quel est notre problème? Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est de savoir quels sont les grands ensembles qui sont susceptibles d'accueillir une transformation pertinente avec l'époque contemporaine. Il y en a qui sont plus capables
de se transformer sur eux-mêmes, de se sédimenter, comme on dit, et qui posent moins de difficultés à leur transformation, parce que les grands ensembles, ils font de la résistance. Vous avez vu qu'il y a des gens qui les défendent. Donc, cette défense, elle est fondée sur un certain nombre de facteurs. Voir des grues devant chez soi, voir des chantiers, c'est complexe. Il faut savoir dans quelle mesure certains vont être capables d'évoluer plus facilement sans perturber la vie quotidienne. Par exemple, dans un grand ensemble, on est allé à l'école à pied sans croiser une voirie. Monsieur le maire sait très bien que s'il propose une voirie entre l'école et l'habitat, il est battu, donc il ne peut pas le faire. Donc le grand ensemble fait de la résistance. Mais il fait de la résistance, mais alors là vous citez un exemple. Il y a un certain savoir de la transformation. Par exemple, monsieur le maire est à Massy, il a un grand ensemble qui peut bouger beaucoup plus facilement que les Ulysses, par exemple, qu'on a vu abondamment dans le film, où il y a un système de superposition très complexe à gérer. Et alors le pire, si j'ose dire, c'est Évry, quoi. Évry, ça a une capacité de résistance à la transformation par sa constitution c'est effectivement une vie nouvelle qui est sortie de terre. Bon, et là, dans le film, si vous voulez, on parle de l'agora. Vous savez, le mot agora, c'est un mot magique pour rien du tout, hein. Donc vous parlez finalement d'idée de faire évoluer ces grands ensembles. Qu'est-ce qui fait que certains peuvent évoluer? Quels sont les critères? Qu'est-ce qui fait qu'un grand ensemble qui était adapté aux années 60-70 ne l'est plus aujourd'hui? Quel est le principal critère? Alors vous, construction sur dalle, hein. C'est ça? La construction sur dalle, je pense, rend très plus difficile les mutations et les évolutions. C'est-à-dire une grosse dalle avec... on parlait d'Évry, il y a beaucoup de dalles à Évry et c'est beaucoup plus compliqué que si on est en pleine terre et qu'on démolit un immeuble et qu'on peut laisser le voisin intact. C'est beaucoup plus difficile sur une dalle. Oui, mais là vous partez du principe qu'il faut démolir, qu'il faut faire évoluer. Et effectivement, naïvement, à la question qu'on se pose quand on voit ça, on dit mais pourquoi démolir? Pourquoi faire évoluer? Et suivant quels critères? Parce qu'on a changé complètement de philosophie de la ville depuis 30 ans. C'est-à-dire que les grands ensembles s'inscrivaient dans une époque qui était l'urbanisation, le moment où les gens allaient de la campagne à la ville, où il fallait éviter qu'ils s'entassent dans le centre-ville, parce que l'entassement était générateur de tout un tas de problèmes, d'immoralité, de violence, etc. Bon, les femmes sur le trottoir, les enfants à la rue, les pères et les maris au bistrot. Bon, c'était ça l'image. C'était pour ça qu'on a... C'était bien entendu. Pas seulement pour loger. Les gens vivent en famille, dans la nature et non pas dans la ville, qu'ils aient donc effectivement des terrasses, ça a été évoqué, que la nature, ils puissent la voir sans y être, qu'elle puisse pénétrer avec des grandes vitrines, des grandes baies, ça c'était bien. C'était ça, hein, c'était tout ce moment où il fallait, en quelque sorte, c'était anti-urbain, un art anti-urbain de la construction sociale. On va vous offrir de l'hygiène et du confort et vous n'aurez pas les inconvénients de la ville. Et alors maintenant, le basculement, c'est que maintenant tout le monde est urbanisé et l'enjeu, c'est quand on habite quelque part, d'être connecté, de pouvoir néanmoins être connecté avec la plupart des autres lieux, les opportunités de la ville ou des villes, de pouvoir aller vers des ailleurs plus ou moins lointains où il y a des opportunités. Autrement dit, de voir les avantages sur les avantages de la cité, aux avantages de la ville et les avantages de la ville. Ouais, d'accord. Et ce qui n'existait pas à l'époque. Et pour le coup, le grand ensemble, qui était une manière d'extraire les gens de la ville, de les déconnecter de la ville, est une anomalie. C'est pour ça que les grands ensembles sont condamnés. C'est pour ça qu'on parle de relégation pour la population qui vit dans les grands ensembles. C'est parce qu'ils sont déconnectés de la ville. Il faut maintenant beaucoup bouger pour trouver un emploi. L'emploi n'est plus à côté dans la zone industrielle. Il faut y aller, etc. Et il faut pouvoir changer de lieu. Donc c'est tout cela. Donc ce que vous nous dites, c'est plus une question d'interconnexion, de lien à la ville, qu'une question finalement d'urbanisme proprement dit. Il y a une part d'urbanisme dans la mesure où il faut que ça rentre dans la ville, il faut que le grand ensemble redevienne urbain pour pouvoir être connectable avec le reste. Si on est dans un espace qui diffère trop de la ville, on s'en trouve extrait. On devient en sorte anormal, une ville dans la ville. C'est pareil. Alors, nous a rejoint pendant l'extrait Noémie War. Alors vous avez travaillé sur les questions de mixité. Vous êtes politologue, chercheuse associée au CEVIPOF. Alors, on voulait avoir votre réaction sur le sujet. Puis,
puis à ce qu'on vient de dire aussi, est-ce que vous pensez, vous aussi, que le principal problème, finalement, de ces grands ensembles aujourd'hui, c'est, en termes de mixité, justement, c'est le lien à la ville, la possibilité de se déplacer, bien au-delà, finalement, des questions d'habitation? Bon, alors moi, dans un premier temps, oui, je suis tout à fait d'accord avec Jacques Donzelot sur le fait qu'aujourd'hui, le problème des quartiers, c'est effectivement de créer des liens entre leurs habitants et le reste de la ville, c'est-à-dire de créer des points de passage vers les écoles, les collèges, l'emploi, les questions d'insertion professionnelle. Je pense que c'est la question qui se pose aujourd'hui. Et voilà. Donc, mais j'aimerais quand même revenir sur cette histoire d'image du quartier et cette image de quartier à problème qu'on a évoquée quand même. Et sur lequel on reviendra. Et sur laquelle on reviendra. Moi, ce que j'ai trouvé super intéressant dans ce reportage, c'est qu'on voit des habitants qui ont tous finalement une image positive de ce quartier dans lequel ils vivent, quelle que soit d'ailleurs l'époque qui est considérée, et quelle que soit l'évolution de l'occupation sociale qui a pu être observée dans ces grands ensembles. Et je trouve que cette image positive est tout à fait intéressante parce qu'elle tranche avec les images négatives qui ont pu être relayées par les médias, mais aussi parce qu'elle tranche avec les représentations qui prédominent, il me semble, dans la sphère décisionnelle sur l'image du quartier à problème, comme si en fait le problème du quartier c'était celui de sa composition socio-économique. Oui, alors que ce n'est pas forcément ça, et c'est ce que vous disiez d'ailleurs, il peut aussi y avoir des gens heureux aujourd'hui, heureusement, et il y en a beaucoup, et on va revenir d'ailleurs sur des exemples. Un petit mot, puisqu'on a évoqué la question d'urbanisme, et puis la question du lien de ces quartiers, de ces villes au reste de la ville. Alors, peut-être en tant qu'élu, nous aider à trancher, vous diriez finalement urbanisme, destruction des tours, rénovation de la cité sont finalement les principales solutions, ou alors plutôt des questions d'infrastructure? Avoir des principes arrêtés en disant il faut absolument démolir toutes les tours, c'est pas du tout, à mon avis, la façon d'aborder les choses. Nous, on a un ça a été une mode aussi, on peut dire à un moment. Ça a été un peu une mode, mais il y avait sans doute des nécessités à certains endroits. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire partout. Il faut éviter de généraliser. Dès qu'on fait quelque chose quelque part, on se dit qu'il faut le faire partout. Et ce n'est pas forcément le cas. Il faut regarder au cas par cas. Parce qu'il y avait cette image négative, effectivement, qu'on a eu envie de démolir. Nous, on a un quartier qui a plutôt bien vécu, qui a été plutôt bien conçu, avec beaucoup d'équipements, avec un opéra maintenant. On essaye de développer beaucoup d'emplois à proximité pour que les gens n'aillent pas trop loin. Moi, mon idéal, c'est la ville de province à proximité de Paris. Donc, voilà ce que j'essaye de faire à Massy. Et j'essaye de faire en sorte que les nouveaux quartiers et les anciens, comme ces quartiers d'habitat collectif des années 60, se ressemblent. En tout cas, on n'a pas l'impression d'être relégué parce qu'on est dans le quartier de Massy-Opéra. Et les nouveaux quartiers sont sur quel mode sur des modes, bien sûr, modernes, avec une architecture et un urbanisme moderne, mais avec aussi la volonté de mixer les fonctions, c'est-à-dire de mixer les bureaux avec les logements, avec les commerces, voilà, de ne pas spécialiser comme on le faisait à une certaine époque les secteurs de la ville, et aujourd'hui de plus les mixer avec, en donnant de la qualité bien entendu à tous les espaces extérieurs, parce que ça joue aussi beaucoup, on le voit dans le film, les espaces extérieurs, les gens y attachent beaucoup d'importance, pas uniquement à l'architecture, la qualité de l'architecture ça fait aussi partie de la beauté d'une ville, mais je crois que le fait d'essayer d'avoir de l'animation, des équipements à proximité des logements, c'est quelque chose qui est appréciable. Et c'était pas le cas à l'époque. Aujourd'hui, on peut peut-être y arriver un peu mieux. Vous avez évoqué cette qualité des espaces extérieurs. C'est vrai que c'est un des principaux problèmes évoqués dans le film par les habitants, notamment par une habitante des Ulysses qui explique comment l'environnement s'est dégradé dans les années 80. Au fur et à mesure, on a bien vu que les choses se dégradaient, les ascenseurs marchaient de moins en moins, il y avait le feu dans la cave. Et puis l'escalier donc derrière, quand vous y alliez, vous voyez que sous l'escalier, ça servait de pissotière. Peu à peu, le soir, ça zonait dans l'entrée. Donc moi, je sortais tous les lundis soirs pour aller faire de la danse. Et quand je rentrais, j'avais les gars qui étaient là. Donc je ne suis pas quelqu'un qui a peur. Alors je rentrais, je disais bonsoir. Mais il y avait beaucoup de gens qui auraient eu peur de passer là où je passais. Et c'était à peu près à l'époque où on a pu acheter notre maison. Voilà, c'est ça, sur la fin. C'était au début, c'était pas comme ça. Au début, c'était quand même... oui, nettement mieux. Nettement mieux, oui. Oui. Alors là, c'est la dégradation dans un immeuble des Ulysses. On a l'impression que ça a été un mouvement un peu général dans les années 80. Pourquoi à ce moment-là?
les uns et les autres. Alors, on va laisser l'architecte dire son. D'abord, je crois qu'il faut faire la différence entre ce qu'est un quartier résidentiel. Il y aura dans les métropoles toujours des quartiers dans lesquels il faut bon habiter et tous les quartiers n'auront pas un opéra. Parce que il y a 12 millions d'habitants en Île-de-France, il ne peut pas y avoir un opéra dans chaque quartier. Voilà, là vous parlez de Massy dont on vient d'évoquer. Bon, alors les Ulis n'avaient pas d'opéra, voilà, ils avaient maintenant, on est dans un quartier, il y a des quartiers résidentiels. Dégradés. Et après, il y a ce qui s'est passé dans toutes les métropoles, c'est-à-dire que d'un seul coup, on viennent vivre là toutes les catégories sociales qui sont confrontées à un certain nombre de difficultés et qui ont des modes de vie qui sont conflictuels. Quand on a 6 ou 7 enfants qui doivent partir le matin à l'école ensemble et qu'il n'y a qu'un seul WC dans le logement, on dit va pisser dans la cage d'escalier ou dans l'ascenseur. C'est quelque chose qui est... Donc en clair, si on vous suit, c'est une question... Alors je vois le maire de Massy qui lève les yeux au ciel, parce que là... Il y a beaucoup de familles qui disent à leurs enfants d'aller faire pipi dans les cages d'escalier. C'est pas politiquement correct, mais ça se dit, c'est ce que vous dites, d'accord. En tout cas, c'est ce qui s'est dit dans les années 80. Non, vous pensez pas? Non, moi je pense qu'ils le font parce qu'ils ont envie. Il y a certains individus qui ont envie de dégrader ou qui... Mais la question, c'est pourquoi on a commencé à dégrader à ce moment-là, dans les années 80? Non, mais après, il y a eu un changement sociologique quand même dans les quartiers. Bon, c'est le sociologue qui pourra peut-être plus en parler, mais en tout cas, nous, on l'a vu, et la population que l'on voit sur ces films n'est pas forcément la population qu'on a aujourd'hui dans les quartiers. D'accord. Elle n'est pas vraiment en phase avec ce qu'on a aujourd'hui. Pour dire les choses clairement, c'est-à-dire des gens plus modestes, des familles plus nombreuses, des là, vous voyez bien, c'était pas mal de personnes qui venaient de province, voilà, qui avaient un travail et qui venaient un peu. C'est quand même plus simple encore que cela, c'est que la dégradation de ces lieux de bonheur dont on a refait l'évocation est devenue de ce que ces gens heureux sont partis ailleurs pour y être plus heureux. Parce qu'ils voulaient leur pavillon. Parce qu'ils voulaient la même chose que ce qu'ils avaient là, c'est-à-dire dans un HLM, ils voulaient le HLM, moins la promiscuité avec les autres et plus le jardin. Ce qu'ils ont tous obtenu. De sorte que ça fait du vide et que pour remplir ce vide, on s'est dit mais qui on pourrait mettre là-dedans? Et on avait des ouvriers immigrés qui vivaient dans des espaces destinés à des célibataires auxquels on a dit mais on va inventer, vous pourrez, si vous voulez... On va faire le regroupement familial, faites venir votre famille et on vous donnera un logement avec une allocation, pas une APL, qui vous permettra de ne pas avoir à payer très, très cher. Et on a rempli comme ça parce qu'on les avait construits, ces lieux de bonheur, mais ils n'étaient pas amortis avant que les gens qui y avaient été heureux n'en partent. Bon, et pour le coup, on y a mis des gens qui n'y ont pas trouvé leur bonheur parce qu'ils s'y trouvaient en quelque sorte comme assignés à résidence. Ils n'avaient de moins en moins d'emplois puisque c'était des gens ayant des emplois non qualifiés qui les perdaient, qui étaient en... D'accord, et la crise est venue... Et la crise, et l'effet de ségrégation... Donc vous dites qu'il y a le rêve pavillonnaire et la crise. Oui, la ségrégation ethnique est venue là-dessus, l'effet de discrimination. Oui, vous êtes d'accord sur les causes de ce changement? Moi, en fait, je suis assez étonnée qu'on puisse envisager que les familles qui sont dans le logement social, dans les grands ensembles d'habitat social dans les années 80, soient amenées à faire davantage leurs besoins dans les cages d'escalier que les familles qui étaient là au cours des premières attributions. D'accord, monsieur a expliqué ça par le fait que c'était des familles plus nombreuses, des appartements mal configurés, etc. Alors, quelle est votre explication? Alors moi, je retournerai la question, c'est-à-dire que là, on a l'air de présenter cette période des années 80 comme la période problématique de ces quartiers, alors que moi, j'aurais envie de dire que pour une grande partie des catégories sociales qui accèdent à ces logements, cette période correspond justement à une amélioration des conditions de logement auxquelles ils sont habitués, puisque... ils ont des appartements plus grands. Ils ont des appartements plus grands. Ce sont des gens qui, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'on a une évolution de l'occupation sociale des grands ensembles qui s'opère au cours des années 70. C'est-à-dire que pour une tas de raisons, pour, à mon avis, une conjonction de facteurs, des populations, effectivement, qui, à l'origine, étaient plutôt des classes moyennes, des classes favorisées, vont pouvoir accéder donc à ce que tu appelais le bonheur, à accéder à la propriété, tandis que d'autres personnes vont pouvoir améliorer
leurs conditions d'habitat, quitter l'habitat précaire dans lequel ils pouvaient habiter, les bidonvilles, l'habitat dégradé des centres-villes, pour accéder au confort HLM. D'accord, donc c'est une amélioration finalement pour tout le monde, même lors de cette fameuse dégradation évoquée dans le film des années 80. Pour moi, je pense qu'on peut présenter cette évolution de l'occupation sociale des HLM comme quelque chose de positif qui a permis effectivement à des catégories de population qui étaient jusqu'alors tenues à l'écart du logement social d'améliorer leurs conditions de logement. Mais là, vous partez du point de vue des habitants qui sont venus s'installer, pas forcément du point de vue des habitants, notamment les ménages pauvres, les familles immigrées qui y accèdent, parce qu'elles sont valorisées par l'APL, parce que... Et alors, alors un petit mot, parce qu'il y a une autre étape après qui est mentionnée dans le film. Donc on a vu les Ulysses sur cet exemple, donc dégradation évoquée, on l'a vu dans l'extrait, dans les années 80. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que la fille de la dame qu'on vient de voir dans l'extrait, hein, on la voit dans le documentaire, revient s'installer aux Ulysses et parle de son enfance heureuse. Et elle, finalement, eh bien, évoque une vie plutôt tranquille, avec pas mal de sécurité, des infrastructures, des possibilités d'aller à l'école. Et donc, on a l'impression, alors, est-ce une impression ou est-ce une réalité, qu'on est rentré aujourd'hui dans une nouvelle phase? Alors, êtes-vous d'accord? Est-ce que c'était mieux, hein. Oui, quand on interroge les personnes, ils disent toujours qu'il y a 20 ans, c'était parfait. Oui. Et moi, il y a 20 ans, j'étais déjà à Massy, et j'étais déjà dans certains quartiers, et c'était pas si parfait que ça. D'accord, et donc, on oublie rapidement, et du coup, il faut relativiser un peu ces témoignages, à mon avis. Et aujourd'hui, par contre, ce qui est important, c'est de donner de la qualité. Moi, je le disais aux espaces extérieurs, parce que ils ont quand même vieilli, les espaces extérieurs. Et je pense que les collectivités ont aussi quelque chose à faire, parce que c'est l'environnement général. Il n'y a pas uniquement les tours, il n'y a pas uniquement les immeubles qui ont vieilli, mais il y a aussi tout ce qui a été aménagé autour. Et ça mérite quand même des investissements importants, parce que si on ne les fait pas, les gens ont l'impression que tout leur cadre de vie se dégrade. Est-ce que c'est pas ce qu'évoque dans l'extrait qu'on a vu justement la jeune femme qui revient vivre sur les lieux de son enfance en parlant du bonheur passé, mais en disant qu'elle vient rechercher ça aujourd'hui? Est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce que c'est parce que les Ulysses ont réussi là où d'autres ont échoué? Ou est-ce que c'est un peu une tendance? Ça, c'est une tendance très forte qui est très bien expliquée là. C'est-à-dire que les transformations que l'on va mener dans les grands ensembles, ils vont souvent être pour les gens qui ont vécu autrefois là et qui vont revenir vivre là. Lorsque l'on dit qu'on va créer de la mixité sociale, c'est souvent des gens qui ont eu un parcours résidentiel extérieur, qui ont eu une augmentation de leur qualification et qui acceptent tout à fait de revenir dans ces quartiers parce qu'ils les ont connus positivement et qu'ils savent qu'ils n'ont pas l'image et qu'ils savent qu'ils vont les pouvoir autres. tisser des relations sociales dans ce quartier beaucoup plus que dans la grande métropole où ils ne savent pas où ils vont arriver. Donc il faut voir que la sociabilité à l'intérieur de ces territoires va changer un petit peu de nature. Il se crée d'autres formes de réseaux et ce que vous avez dit qui est juste, c'est que le logement, il est plus grand qu'ailleurs. Si vous visitez les logements, ils sont très bien entretenus, ils sont soignés et peut-être que des fois la cage d'escalier est dans un état extrêmement déplorable. Au regard des appartements. Donc il faut voir qu'il y a une culture urbaine entre l'individu, le chez-soi et la ville qui est de nature, qui a évolué bien évidemment. Et du travail de l'ANRU, c'est justement de permettre la constitution d'un espace, pas un espace vert, un espace extérieur, un espace public qui corresponde à... Oui, c'est ce que disait... voilà, qui c'est sur l'espace public que la bataille se joue. À la vie contemporaine et qui est quelque chose d'essentiel pour passer du statut de strictement résidentiel à ville. À une ville. Mais quand on voit ça, bon, il y a eu beaucoup d'habitat, c'est ce que vous disiez d'ailleurs, d'habitat social, hein, dans ces grands ensembles. Quand on voit ces gens qui reviennent, ils reviennent uniquement dans des logements sociaux ou alors ils reviennent aussi grâce à une mixité du logement et au fait qu'il n'y a justement plus uniquement des logements sociaux. Un tissu relationnel aussi, hein, qu'ils ont. Moi il y a une personne d'un certain âge qui était partie en Corse et qui est revenue sur Massy en me disant, moi je préfère être dans Massy parce qu'elle s'est retrouvée en Corse. C'est plus sympa qu'un village corse. Un peu isolée, elle s'est retrouvée un peu isolée. Et là, elle s'est aperçue que toutes ces relations, même si le quartier avait peut-être un peu évolué par rapport à ce qu'elle avait connu à ses débuts, elle trouvait qu'il y avait quand même beaucoup plus d'avantages à se retrouver là qu'à se retrouver isolée. Et sur la question du logement, justement, logement social ou pas, vous avez... Non, mais ce qui est le passé devient effectivement une valeur quand l'avenir perd de son évidence.
Bon, c'est une ressource et on cherche à se rapprocher des lieux où on a été heureux, ou du moins où on a été avec des proches, où on se sentait bien. Bon, c'est-à-dire que ce qui se produit avec la rénovation urbaine, qui ne correspond pas du tout à la promesse faite par la loi de rénovation urbaine, c'est une mixité, mais une mixité endogène, comme le dit Christine Lelévrier, excellente sociologue, collègue, qui dans cet ouvrage qu'on a fait. Alors expliquez-nous, pour ceux qui n'ont pas lu l'ouvrage, qu'est-ce que cette mixité endogène? C'est quoi la mixité endogène? Endogène, c'est ceci que lorsque vous appartenez à une minorité ethnique et que, à la force du poignet, vous réussissez à améliorer votre condition, il s'ensuit généralement une mobilité spatiale. Vous allez habiter ailleurs, dans un endroit plus classe, et plus proche de votre emploi, où vous rencontrez d'autres gens, où vous échappez à l'enfermement dans la communauté, en quelque sorte. Et alors, il se passe ceci que, compte tenu de la qualification, de la requalification de l'espace urbain, on a d'une part des gens qui se répartissent, qui restent, parce que la diversification de l'habitat, la possibilité d'accéder à la propriété, tout en restant dans le même quartier, à proximité de sa famille, de ses amis, de sa communauté, c'est très important. Puis même, on en a qui reviennent, comme le disait Jean-Patrick Fortin tout à l'heure, on en a beaucoup qui reviennent, c'est très sensible, dans les banlieues de l'agglomération lyonnaise en particulier, et qui refont, on va dire, communauté, ce qui, dans ma bouche, n'est pas péjoratif, mais qui l'est dans beaucoup. Alors, cet effet de communauté se donne à voir à travers la remontée des coutumes et des costumes du pays d'origine, etc. Et ça fait quelque chose de très frappant. Ça fait qu'on a des villes qui ne ressemblent plus aux villes françaises telles qu'elles ont été pensées, où on devait ne plus voir aucune différence, etc. Là, les différences se donnent à voir. C'est un spectacle. On peut avoir l'impression d'être dans une ville américaine ou anglaise, etc. Avec des communautés, effectivement, un quartier, une communauté. Voilà. Alors, cette question est évoquée à la fin du film. On revoit un petit extrait et puis vous allez réagir. Cette question, justement, de la mixité, la question de la stigmatisation par des jeunes femmes qui sont nées dans le quartier, qui ont grandi dans le quartier, dont le père, immigré algérien, est venu s'installer et puis elles ont grandi dans le quartier. On les écoute. On voyait les choses de loin. Et en plus, il y avait le champ. Voilà, il y avait la verdure, il y avait la Seine, il y avait le ciel. Et on n'avait pas du tout l'impression de vivre dans un immeuble insalubre ou dans un quartier pourri. Ça, moi, franchement, je l'ai appris, entre guillemets, c'est les médias, la télé notamment, qui commencent à parler de cité ghetto, quartier défavorisé, tout ça. Quand même, on avait une certaine fierté à dire qu'on était de la tour 27, parce qu'on aimait cette tour. On a vraiment un attachement. On a vécu des moments vraiment magnifiques, une enfance qui nous fait remonter des souvenirs à chaque fois qu'on en parle. Et voilà, c'est que ça a existé, c'est vraiment que ça fonctionnait. Et puis que maintenant, voilà, on voit bien la différence entre le passé et ce qu'on vit maintenant. Et c'est pas de la nostalgie que de dire ça, c'est un fait, c'est une réalité. Et donc, une de ces jeunes femmes a fait des études de sociologie, justement. Elles sont restées vivre dans ces tours. Elles en parlent avec nostalgie, mais c'est vrai que le contraste est frappant. D'ailleurs, dans le documentaire, on voit bien entre la génération d'avant, à la mère qui voulait venir s'habiller comme les femmes françaises élégantes, et puis effectivement les jeunes filles qui ont fait des études, mais qui portent le voile pour la plupart. On les voit dans le costume, mais pas dans l'architecture, car la laïcité à la française, elle s'exprime dans l'architecture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Chinatown, on ne voit pas de toit en pagode. Il y a, dans le fond, quand on se déplace dans ces grands ensembles et dans ces villes, on ne sait pas qui habite derrière, car ce n'est pas l'expression d'un mode de vie, d'une culture que transmet l'architecture, c'est l'architecture de la ville en elle-même et de l'architecture de la société française qui n'a jamais suscité le régionalisme. Les grands ensembles est un moment où le pittoresque ne se marque pas, pour justement ne pas pouvoir accueillir toutes les communautés, et d'ailleurs les communautés ont changé. Il est clair que c'est pas les mêmes.
communautés ont évolué dans la même architecture. Dans la même architecture. Donc point positif pour l'architecture, vous nous dites, et pour le travail des architectes. Et c'est une expression de la culture européenne au moins et de la culture française. Une petite réaction, vous vouliez justement réagir à ces questions de mixité tout à l'heure. Oui, j'aurais voulu réagir au propos de Jacques Donzelot là, sur la mixité sociale. Jacques Donzelot évoquait la mixité sociale endogène des quartiers. Et je pense que à ce moment-là, il faut essayer d'envisager les différentes façons de concevoir la mixité sociale. C'est-à-dire que on distingue la mixité sociale qu'on peut obtenir par voie exogène, c'est-à-dire essayer de faire venir des populations plus aisées dans les quartiers, venues d'ailleurs, et essayer de limiter l'accès des plus pauvres aux quartiers. La mixité sociale peut être entendue, être recherchée de façon endogène, donc comme le décrivait Jacques Donzelot tout à l'heure, c'est-à-dire en essayant de promouvoir la mobilité sociale sur place des habitants sans déménagement. Et puis, d'une autre façon, la mixité sociale peut être recherchée en essayant de mieux répartir la population pauvre entre les territoires. Et de ce point de vue-là, en fait, les solutions qui ont été proposées par le politique ont pris des formes différentes au cours de l'histoire, et notamment depuis cette époque du début des années 1980, où finalement la question de la lutte contre les ghettos devient l'une des préoccupations majeures. Oui. Et aujourd'hui, on veut mettre finalement l'idée, le maître mot de la rénovation urbaine, c'est réintroduire de la mixité sociale, avec de l'habitat qui n'est pas forcément du logement social, etc. Aujourd'hui, c'est ça le... Ce qui est intéressant, c'est que la mixité sociale, et c'est ce qu'on explique dans l'ouvrage dirigé par Jacques Donzelot, la mixité sociale, enfin ce qu'a produit le programme de rénovation urbaine lancé en 2003, c'est un consensus politique autour de la gauche et de la droite, autour de la notion de la mixité sociale, mais à atteindre par voie exogène, et un consensus politique sur les leviers à mobiliser pour l'atteindre, à savoir la démolition des logements sociaux et la diversification de l'habitat. Pour construire des habitats voilà. Et ce qui est non intéressant, HLM, c'est que moins sociaux, on va dire. Initialement, l'idée qui prévalait, c'était celle qu'il fallait atteindre la mixité sociale par voie exogène. C'est-à-dire qu'il fallait... Par la dispersion des pauvres. Et parmi les effets inattendus, finalement, du programme national de rénovation urbaine, effectivement, que montre bien Christine Lelévrier, c'est qu'on aurait pu, finalement... Le PNRU aurait pu faciliter... Le PNRU, pardon, là c'est pour nous, là, qui sommes... Le programme national de rénovation urbaine aurait pu permettre de promouvoir une forme de mixité sociale endogène dans les quartiers. Alors on va vous faire réagir, parce que là on parle effectivement de choses très très concrètes en matière de politique de la ville. Alors il y a effectivement, on a vu les différentes écoles, hein, voilà, dans ces villes avec un taux de logements sociaux très élevé. Comment on fait? Selon vous, quelles ont été les bonnes solutions? Et qu'est-ce qui est appliqué aujourd'hui, notamment à Massy? Les bonnes solutions, moi j'ai pas forcément les bonnes solutions. Je vous dis ce que j'essaye de faire sur Massy. Voilà, parce qu'on a quand même un peu de recul. On a des quartiers nouveaux qui se construisent dans lesquels j'essaye d'apporter de la mixité sociale, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir des logements pour tout type de catégorie de population. Ce qui n'est pas super évident, hein, parce que les bailleurs sociaux, ils aiment bien des ensembles de 60 logements qu'on gère, qu'ils essayent de bien gérer, pas toujours super bien, mais ils essayent de bien les gérer, mais qui est plus facile à gérer que des logements qui sont un peu éparpillés. Mais nous, on essaye de faire ça, et puis on essaye effectivement dans les quartiers d'habitat collectif plus sociaux, parce que à Massy, globalement, on a 40% de logements sociaux. Donc c'est pas énorme, quand il y en a qui ont plus, mais il y en a qu'au moins aussi. Hein. Et on essaye d'apporter une certaine diversité de population, en essayant aussi d'apporter de la qualité au quartier, parce que si on veut que des gens aient envie de venir habiter, et avec une mixité exogène, comme on le disait tout à l'heure, donc qui viennent de l'extérieur, il faut qu'ils aient envie de venir habiter dans ce quartier. Dans ce quartier, parce que là on a l'impression que finalement la mixité c'est au niveau de la ville, on fait un nouveau quartier... Moi, je raisonne au niveau de la ville. Voilà. Moi, je raisonne au niveau de... C'est pas la même chose que de raisonner au niveau du quartier. Moi, je ne considère pas que les gens sont enfermés dans un quartier. Et on travaille beaucoup pour que les gens ne soient surtout pas enfermés dans leur quartier. Parce que ça, c'est terrible. On a aujourd'hui certaines populations qui ont du mal à sortir de leur quartier, hein, y compris dans une ville. Se dire qu'on va ailleurs, et ça, on a un gros travail que l'on réalise, hein, avec beaucoup d'acteurs sociaux. Mais c'est absolument fondamental. Et il faut les ouvrir sur l'extérieur, déjà sur l'ensemble de la ville et sur l'extérieur. C'est pas possible de rester. Alors, dernière question sur l'approche de la fin. Et comment on fait? Quelle est la solution pour justement ouvrir les quartiers? C'est un travail quotidien, hein, des acteurs sociaux, comme je vous le disais, en proximité. On en a beaucoup et toutes les villes en ont. Hein. On a des éducateurs, on a des animateurs. Et c'est avec ces éducateurs et ces animateurs qu'on fait en sorte de faire sortir les jeunes, notamment les jeunes, hein, parce que c'est surtout eux. Mais enfin, même il y a des populations d'un certain âge. On a, nous, des cafés de parents, hein, et donc on a des parents que l'on réunit et avec lesquels on travaille par rapport à l'éducation des enfants, mais aussi par rapport
au rapport avec le quartier et avec la ville et avec l'extérieur. Donc c'est vrai que la mobilité est très importante, hein. Pas uniquement la mixité, mais la mobilité est très importante. D'accord, je pense qu'on a évoqué un dernier petit mot, le mot de la fin. Oui, moi j'aimerais bien réagir sur cette question qui est importante, celle de l'objectif d'un éventuel acte 2 du programme national de rénovation urbaine. Vous évoquez l'objectif de mobilité. Mais effectivement, on peut s'interroger sur la pertinence, le bien fondé de l'objectif de mixité sociale qui a été l'objectif qui a été visé depuis le début des années 80. D'accord, alors pourquoi ce serait pas bien la mixité sociale? On peut s'interroger. Pourquoi? Alors allez-y. La mixité sociale aurait permis de justifier des politiques d'attribution des logements sociaux parfois discriminatoires. Et souvent, les personnes évoquent des effets d'entraînement de la mixité sociale sur les populations les plus défavorisées. Et en l'occurrence, les recherches ne permettent pas d'établir de façon robuste ces effets d'entraînement. À la limite, il y a un seul champ. On comprend, à la limite, il y a un seul champ sur lequel il pourrait y avoir des effets d'entraînement, c'est celui de l'école. Et en l'occurrence, les évaluations disponibles montrent que les effets du PNAE sont quasiment nuls sur la mixité des publics scolaires. On termine, là c'est terminé. Je suis désolée, il va falloir se discipliner. Ce bémol était intéressant. Je vous remercie beaucoup. Il faut qu'on termine. Ce bémol était intéressant. Effectivement, on voit bien qu'il y a plusieurs critères dont il faut tenir compte. Alors la semaine prochaine, autre documentaire sur un sujet extrêmement problématique, hein, celui de la mondialisation et ses conséquences environnementales. Le documentaire Hazaribagh, cuir toxique. Merci de nous avoir suivis.